Mon nom est Thomas Duchesne, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis chercheur et professeur à l'Université McGill. Puis je dois dire que c'est vraiment spécial pour moi d'être votre facilitateur aujourd'hui. Vraiment un plaisir de faire ça en français. C'est ma langue maternelle. Puis, peu de gens savent, mais à McGill, on a vraiment une représentation assez forte en français. Puis, c'est pas rare d'entendre parler de science et etc. dans les corridors de McGill. Mais c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici, puis de faire partie de cette organisation-là, puis de venir représenter à la CFAS. Euh, L'ordre du jour aujourd'hui, c'est essentiellement trois panels. Il va y avoir un petit peu d'introduction par des chercheurs, des dignitaires de différentes institutions, mais il va y avoir essentiellement trois panels. Le premier panel va être sur l'équité et l'éthique reliée aux thérapies ARN, comment équilibrer l'innovation avec le sens des responsabilités. C'est un thème hyper important. On voit dans des technologies disruptives ou qui transforme carrément l'écosystème comme l'ARN seul peut avoir comme impact. On se doit vraiment de faire un parallèle entre les technologies, le développement des technologies et l'aspect éthique des choses. Puis, c'est quelque chose qui est particulièrement bien représenté aujourd'hui avec, comme vous allez voir au travers le panel. Le deuxième panel, c'est l'intersect entre l'ARN et l'intelligence artificielle, l'avenir de la recherche d'impact de la science et des données et l'intelligence artificielle, un panel tout aussi excitant, avec essentiellement deux forces stratégiques à Montréal et au Québec. On est reconnu pour les deux. Et finalement, dans le troisième panel, on va parler de la collaboration au travers de l'innovation, comment renforcer les partenariats dans la recherche de l'ARN, notamment entre l'académie, les découvertes essentiellement, l'industrie, puis l'aspect translationnel, soit l'industrie ou dans la clinique. On va parler de ce continuum-là, puis comment les collaborations peuvent être faites. Au travers de ce troisième panel-là, ce qu'on commence à voir au bout de la ligne, c'est la création puis l'essor de plusieurs industries, de carrières, mais surtout d'un écosystème qui, on l'espère, va avoir un impact au niveau sociétal, autant économique qu'au niveau des thérapies. Puis finalement, ben, on va voir quelques remarques à la toute fin. Pour vous donner. Oui, c'est toi, en fait. Enfin, oui, j'ai pas vu ton. Ouais. C'est ça. Ben, c'est à toi. Il me fait plaisir de vous présenter Dominique Bérubé. Dominique est professeur en ingénierie et s'est joint à McGill il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un an, en fait. Un an. Il est maintenant vice-principal recherche et innovation à McGill, passé patronne de la recherche à McGill, essentiellement. Puis j'ai eu le plaisir de travailler à plusieurs occasions avec Dominique. C'est une visionnaire, c'est quelqu'un qui est extrêmement collaboratif, puis une leader très inspirant. Donc, avec ces quelques mots-là, Dominique. André, Oui. pas longtemps. Écoute, ça me fait vraiment plaisir de vous dire juste quelques mots. Évidemment, je ne vous discuterai pas de l'ARN. Je vais vous laisser en discuter cet après-midi. Je vais même rester tout l'après-midi. C'est vraiment un projet fort, évidemment, pour l'Université McGill et tous ses partenaires. Je vais quand même noter la présence de l'IRCM et de Sherbrooke là, qui participent avec nous aujourd'hui. Et la même chose que pour Thomas, un peu ce que je voulais dire, c'est pourquoi est-ce qu'on est ici à l'ACFAS. Je suis un peu responsable. Quand j'en discutais avec Philippe Gros il y a quelques mois, quand la programmation s'est lancée, je disais que c'était important d'asseoir nos racines fortes au Québec, puis s'assurer qu'on ait un consortium très fort au Québec pour être capable de s'assurer de la pérennité de cet investissement majeur qu'on fait dans la recherche en ARN au Canada. Donc, McGill, avec ses partenaires, a le privilège d'avoir ce financement fédéral très important qu'on appelle dans le programme Apogée, là, ou le CFREF, pour vraiment justement faire avancer cette question-là de l'ARN dans une perspective bien sûr inclusive, comme le veut la programmation de votre projet. Il y a cet objectif, bien sûr, de rayonner à l'échelle internationale et de devenir le phare, un des phares. Il faut quand même comprendre qu'on est au Canada, là. On n'est pas, j'allais dire aux États-Unis, mais ça compte plus. Euh, donc, quand même, peut-être qu'on a une double opportunité cette fois-ci, que d'habitude, on aurait beaucoup plus de compétition qu'il n'y en a maintenant
pour être capable d'occuper cette place internationale, il y a une fenêtre d'opportunité très importante. Et en même temps, une opportunité scientifique à ne pas manquer, là, surtout que ça va devenir un défi encore plus grand aux États-Unis de poursuivre cette recherche. Donc, tout ça est important, mais sans les fondations, sans la place où tout le monde peut apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Et il y a quelques mois, quand j'avais vu le lancement de Arena avec nos collègues qui sont présents aujourd'hui, ça m'avait frappé justement de voir à quel point il fallait qu'on s'assure que les liens soient très forts là, entre McGill, bien sûr Sherbrooke, mais aussi avec toute la communauté québécoise et s'assurer qu'il y a un rayonnement. Donc, dans le fond, ici, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un power meeting. Tu sais, presque tout le monde se connaît dans la salle. Ceux qui ne se connaissent pas, justement, vous aurez l'occasion de rencontrer des gens qui sont fortement impliqués dans ce milieu de l'ARN au Québec et donc de développer des liens qui vont être importants pour la continuité et le succès du projet. Donc, ça me fait vraiment contente que vous ayez pris le temps d'organiser ça, Thomas, et d'être ici aujourd'hui pour entendre tout ça. Merci. Merci beaucoup, Dominique. En fait, j'ai organisé, mais je dois dire qu'il y a une équipe immense et incroyable auprès de McGill puis des 2R en particulier, le bureau de Dominique qui ont aidé plus qui a aidé à l'organisation, qui l'ont carrément organisé. C'est un privilège pour moi juste d'être votre hôte ici. La première partie de ma présentation, c'est revenir aux sources un petit peu. On va commencer par parler rapidement de l'impact des technologies à l'ARN. Pourquoi il y a ce momentum-là en ce moment, alors que l'ARN a été couvert il y a plus que quelque chose de 60 ans. Et puis pourquoi maintenant? Ça change carrément l'écosystème, pour tout le monde en parle. Principalement, c'est l'élément déclencheur, c'est une série de découvertes qui ont mené au vaccin ARN qui a permis de répondre rapidement à la pandémie de nCoV-2 ou COVID-19. En gros, ces chiffres-là, c'est à l'échelle planétaire, basé sur le déficit de décès. C'est des données qui sont un petit peu passées. On peut compter au moins 20 millions de vies, l'équivalent d'un petit pays, en fait, sauvé par des modalités ARN messagers pour la production de vaccins. Ces vaccins ont rapidement supplanté les modalités à peptides, par exemple, les vaccins traditionnels, si on veut. Puis, il y a des bonnes raisons pour ça. C'est plus rapide, c'est moins cher, et puis la flexibilité, comme on va en parler, de l'ARN messager permet vraiment une versatilité puis une mobilisation des connaissances beaucoup plus rapide que les vaccins traditionnels ou les médicaments traditionnels. Donc, vraiment, une technologie qui sauve énormément de vies, puis qui est particulièrement bien appliquée à une réponse à une pandémie comme c'était le cas. On parle de vaccins antiviraux pour prévenir des virus comme prophylactiques, mais aussi les mêmes modalités ou des dérivés de ces modalités peuvent être utilisés pour des traitements complètement différents. Des choses que vous puis moi, on pensait impossibles il n'y a même pas 5 ans, comme des vaccins contre le cancer, par exemple. Il y a un certain nombre de vaccins qui sont en cours d'essais cliniques dirigés contre le cancer. On ne sait même plus si on doit les appeler vaccins parce qu'en fait, ils sont tellement développés rapidement qu'ils peuvent être intégrés dans le cours d'un traitement pour un patient. Des choses comme les vaccins aux néo-antigènes, par exemple, qui sont essentiellement des vaccins qui permettent la mobilisation du système immunitaire selon des épitopes, mais vraiment qui peuvent être intégrés dans un traitement non seulement de précision, mais personnalisé. Vraiment, la tumeur du patient en tant que tel informe la nature du vaccin en tant que tel. C'est vraiment des choses qui relevaient de la science-fiction jusqu'à cette pandémie-là. Puis c'est juste quelques-unes des maladies. Il y a énormément de potentiel. Au niveau économique, c'est des chiffres qui viennent d'une étude de marché qui date un petit peu aussi. On parle entre 25 et 30 milliards d'ici 2030, à peu près, en les mains des modalités ARN. Ça, si je me souviens bien, c'est surtout des modalités vaccins et SI-ARN, alors qu'il y a d'autres modalités qui émergent pratiquement à chaque mois. Là, il y a des journaux qui rapportent des nouvelles modalités. Je ne parlerai pas trop de science aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, sinon tous, vous faites de la chimie ou de la biochimie, mais on ne peut pas parler d'ARN sans parler de quelques-uns de ces groupes chimiques qui donnent ces caractéristiques. L'ARN c'est de l'information, en gros. C'est de la gestion d'information qui permet à la vie d'arriver. C'est un intermédiaire où c'est carrément une molécule active qui est en aval d'un produit dérivé de l'ADN.
L'ADN, c'est un peu plate, c'est la bibliothèque, si on veut, et pas vraiment en action. C'est important parce qu'on veut garder une bonne mémoire de qui on est, puis maintenir une stabilité au niveau du génome. L'ARN est tout autre. Elle est à la fois chimiquement et structurellement hyper active et une durée de vie beaucoup plus courte. Puis, bon, celui qu'on connaît, la modalité qu'on connaît tous, c'est bien sûr l'ARN messager, c'est-à-dire que cet ARN-là peut être traduit, puis produire la protéine qui va parfois avoir la fonction. Ce qui permet d'avoir une fonction ici, dans la vaste majeure partie des cas, je pense que je peux utiliser le pointeur, oui, c'est ça, le pointeur. C'est ce petit groupe-là ici. Ce petit maudit-là, là, ce groupe-là à 2' hydroxyle, plutôt qu'un un hydrogène dans l'ADN, c'est ce petit groupe-là ici qui donne toute sa flexibilité chimique. On ne parle pas juste d'une instabilité, parce qu'un intermédiaire cyclique est généré par des nucléases ou chimiquement, qui dégrade l'ARN, qui le rend instable, mais ça lui permet une versatilité à la fois structurelle et fonctionnelle, et allant carrément de la reconnaissance à une plus grande spécificité, une plus grande structure, au rôle enzymatique, si on veut. Cette flexibilité chimique-là est en fait en parallèle avec la flexibilité structurelle de l'ARN. On sait que la structure et la fonction de l'ARN, comme pour les protéines, en fait, sont intimement reliées, mais c'est en fait formé de seulement 4 bases. Il y a quelques modifications possibles, mais ces 4 bases-là, en fait, ont beaucoup plus de versatilité au niveau structurel. Ce qui fait qu'avec la même séquence, il peut y avoir une dégénérescence beaucoup plus rapide de la fonction. Ce qui mène, en fait, à des théories où la vie sur Terre, en fait, aurait commencé par l'ARN. Les protéines sont arrivées beaucoup plus tard, l'ADN est arrivé plus tard, etc. La vie aurait commencé par ces modalités-là, l'ARN et ses dérivés. Puis on voit encore des vestiges de cette époque-là dans la chimie, par exemple, des métabolites. On voit des ribonucléotides dans des molécules qui sont importantes pour l'énergie, ont de la chimie qui s'apparente à l'ARN. Donc, c'est un monde ARN, en fait, qui a émergé en tout premier lieu, qui est quelque part dans votre génome, on peut toujours le retrouver. Puis cette versatilité se traduit par beaucoup de fonctions dans la cellule, que ce soit l'ARN messager, bien sûr, mais il y a toutes sortes d'autres fonctions. Les fonctions les plus répandues, je dirais, de l'ARN dans les cellules actuelles, c'est le rôle de guide. L'ARN peut servir à des enzymes comme Cas9, par exemple, de trouver une cible dans une bactérie. Ou dans le cas d'un siRN endogène, trouver des cibles puis faire de l'extinction génique, mettre un gène à off, par exemple, de façon endogène, ou mettre un potentiel pathogène sous silence de façon très efficace, très, très sélective. Finalement, ben, il y a de l'ARN comme ça qui peut avoir une fonction enzymatique qu'on appelle les ribosymes. Il y a beaucoup de chercheurs, en fait, qui ont étudié ça, mais une des découvertes clés, c'est que le ribosome, cet enzyme-là, en fait, qui produit les protéines mêmes, c'est en fait à la base l'ARN qui performe cette fonction-là. Donc, c'est vraiment hyper versatile comme molécule. Puis c'est logique d'une certaine façon qu'on puisse utiliser cette flexibilité-là de façon thérapeutique. Or, comme je vous l'ai dit, ça fait plus que 60 ans que l'ARN a été découvert. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps de la mobiliser, de mobiliser ces connaissances-là? Bien, c'est justement cette espèce d'hyper-instabilité-là de l'ARN, la polarité. Et c'est au cours des dernières années seulement qu'on a réussi à passer au travers de ces difficultés-là. Donc, en bref, il y a plusieurs applications qui sont apparentées aux fonctions biologiques de l'ARN, mais le message simple, le message important au bout de la ligne, c'est qu'on peut rediriger l'ARN en changeant sa séquence. En changeant sa séquence, on peut changer sa structure. En changeant sa séquence et sa structure, on peut changer sa fonction. Et tu peux facilement passer d'une modalité, non seulement là, une cible différente à une autre cible, mais vraiment passer d'un type de médicament, d'un type de modalité à un tout autre type de modalité, simplement en changeant la séquence. Puis ça permet une immense diversité de cibles thérapeutiques, mais aussi de modalités. Ici, ce que je voulais mettre à l'honneur, ici, c'est la contribution de Montréal. Il y a plusieurs chercheurs ici qui ont fait des découvertes qui ont sauvé énormément de vies, dont prof. Mark Weinberg puis Bernard Bello, par exemple, la découverte du ganclovir et du 3TC que vous avez entendu parler. Mais une de mes préférées, en fait, c'est la découverte ou la première synthèse chimique du TARN, le TARN méthionine, qui a été publié en 88. C'était par K.K. Ogilvy, un chimiste de McGill, et Bob Sedlegreen, un fondateur, je dirais, un pilier en bioinformatique et en chimie de l'ARN, qui est à l'Université de Montréal, que j'ai eu le plaisir de côtoyer, puis qui ont publié finalement le premier ARN synthétique qui a marqué en fait ce qui était possible de faire chimiquement avec l'ARN.
Donc, oui, c'est ça. Oui. Là, j'ai l'introduction du D2R. Dominique a mentionné le grant D2R, qui est en fait le grant le plus grand que McGill a jamais obtenu. C'est pas juste McGill, c'est une communauté à la grandeur du pays qui est reliée. L'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université Sherbrooke, il y a l'Université de Colombie-Britannique, l'Université d'Ottawa, quelques autres universités aussi qui sont des partenaires là-dedans. C'est 165 millions qui visent essentiellement à mobiliser ces connaissances-là en ARN vers un impact au niveau transnational, que ce soit au niveau des thérapies ou au niveau de l'industrie. Une chose très importante, je dois passer rapidement au travers de ça, c'est qu'un des piliers fondateurs des 2R, c'est la capacité de mobiliser ces connaissances-là vers un impact sociétal en incluant finalement ceux qui sont le plus directement impactés. Le potentiel des thérapies à l'ARN il est tel qu'on peut en fait mobiliser ces technologies-là vers des populations qui étaient carrément ignorées des essais cliniques du développement des technologies, des thérapies traditionnelles. Pensez-y, le driver principal pour les essais cliniques, c'est les grosseurs de population, le grosseur des sous-types. Si, par exemple, on a un effet fondateur, on a une mutation qui nous rend sensible à une maladie en particulier, puis on ne fait pas partie des gros groupes de population, bien, on est SOL. On n'a pas accès à ces essais cliniques-là. Alors que pour rediriger les thérapies à l'ARN, il suffit de changer la séquence, puis qu'à chaque fois qu'on a une thérapie qui fonctionne, on dérisque la thérapie en aval. Donc, le potentiel pour ces populations-là, diminuer le coût, augmenter l'accessibilité, mais aussi pour engager directement dans un dialogue quand on développe ces technologies-là, c'est un aspect fondateur, une partie vraiment fondamentale des 2R. C'est ce que je viens d'expliquer, je vais aller un petit peu plus vite ici. Un autre aspect important du D2R, c'est le partenariat avec l'industrie. Voici quelques-uns des partenaires qui se sont reliés à D2R au moment de l'écrire. C'est beaucoup plus grand que ça maintenant. Il y a d'autres compagnies qui sont reliées. Si vous êtes dans la salle ici, puis vous avez une compagnie, puis vous n'êtes pas ici, vous avez probablement le FOMO, le Fear of Missing Out. Fait que, je pense qu'on est encore très inclusif, puis il y a moyen d'avoir des partenariats. Si venez juste nous jaser après ici, c'est Janet Prince, en fait, qui est responsable de ce lien-là, mais n'importe qui peut discuter de modalités de partenariat potentiel. Voilà, alors c'est la description des 2R, mais n'hésitez pas à faire un scan ici et aller voir un petit peu l'historique puis la science qui en découle. Avec ça, je vais passer la parole à mon ami ici, Xavier, qui est en fait ton titre j'ai DEPTAC en tête, Arena, CQDM. CQDM. Directeur d'initiative stratégique. En fait, mon rôle, c'est de vraiment de coordonner puis de leader ce projet ARN. Donc très rapidement, effectivement, là j'ai 2-3 slides pour vous rappeler en quoi consiste ce projet ARN. Mes slides, c'est essentiellement pour montrer un petit peu où on en est. Donc je vais peut-être revenir juste un an en arrière là, pour que tout le monde soit au courant. En fait, le projet ARN, ça découle de la stratégie québécoise en sciences de la vie 2022-2025. Donc c'est un projet qui est à l'initiative du MEIE. Et l'objectif, c'est vraiment de développer une filière industrielle autour de l'ARN au Québec. Donc, c'est un projet effectivement de 20,3 millions qui a été accordé l'année dernière et c'est un projet d'une durée de 3 ans. Donc, au niveau donc, si le MEIE en fait a choisi de vraiment mettre de l'argent dans la création d'un pôle compétitif pour l'avancement des thérapies ARN au Québec, c'est qu'en fait, dès le départ, il y avait effectivement un écosystème déjà existant. Donc oui, il y a eu un momentum aussi, faut pas le nier. Donc il y a eu effectivement le financement accordé à Ditoire, comme on a pu le mentionner. Il y a eu aussi l'arrivée de Moderna avec la création de son usine. Mais comme je disais, c'est aussi et surtout parce qu'on avait déjà un écosystème relativement fort. Donc, on peut penser aux différents laboratoires académiques qui sont actifs dans le domaine des thérapies ARN. On peut penser aux différentes universités, les centres et instituts de recherche qui gravitent autour de ces laboratoires, mais aussi effectivement notre écosystème industriel avec donc les biotech, les pharma, les CRO ou les CDMO. Donc en fait, le but de ce projet ARN, c'était vraiment de venir soutenir cet écosystème existant, que ce soit le secteur industriel, que ce soit le secteur académique, que ce soit les organismes de soutien. Et comment venir le soutenir? Eh ben, c'est au travers de 5 initiatives qui sont des initiatives complémentaires entre elles et qui viennent répondre en fait à des enjeux stratégiques pour notre écosystème, donc que ce soit l'innovation, les services et les talents. Donc, on a essayé ces derniers temps de réfléchir à comment on pouvait illustrer finalement le mandat du projet ARN, ARENA, là, pour simplifier. En fait, on est arrivé avec cette proposition, là, cette infographie. L'idée, c'est de refléter 2 choses. La première, c'est comment ARENA vient soutenir cet écosystème. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un peu ces 2 mains là, qui viennent soutenir les différents secteurs. L'idée, c'est qu'effectivement, on veut qu'ARENA puisse renforcer, mobiliser cet écosystème
Donc, on a différentes initiatives, effectivement, pour remplir cette mission-là. La deuxième, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi de venir compléter l'écosystème. Donc, on a un écosystème qui est fort, mais effectivement, on avait identifié ces manques, l'innovation, les services, les talents. Donc, on est venu développer 5 initiatives distinctes qui viennent en fait répondre à ces différents enjeux. Donc, au niveau des initiatives, on va avoir 2 initiatives, par exemple, qui visent spécifiquement l'innovation. Ça va être l'initiative de valorisation et d'entrepreneuriat qui est portée par Axelis. Ensuite, on a une initiative qui vise vraiment le financement de l'innovation en tant que telle. Donc là, c'est en fait un regroupement de différents organismes de soutien. Ensuite, on a le volet rayonnement. Donc ça, c'est effectivement, c'est le pôle ARN, c'est tout le côté communication, événementiel ou autre. Ensuite, on a les services de biofabrication. Donc ça, c'est tous les services qui sont offerts par Cassol au travers de son école-usine. Et ensuite, on a donc le volet, oui, formation. Et ensuite, on a les services de biofabrication. Donc c'est le réseau d'EPTAC. Donc c'est un réseau de 3 plateformes portées par l'IRSM, l'Université Sherbrooke et l'Université McGill. Donc le projet mobilisateur, comme je disais, projet de 3 ans, 20,3 millions du MEIE pour soutenir finalement ces 5 initiatives. Au final, on ne le voit pas très bien, il y a une petite pin là au milieu. Pourquoi on a mis ça? C'est qu'en fait, ce qu'on voudrait idéalement, c'est vraiment que chaque acteur du milieu, on va dire, ou de l'écosystème des thérapies ARN puisse se sentir représenté d'une manière ou d'une autre par Arena. Donc, c'est pour ça qu'on continue nos efforts pour essayer de parler avec les différents acteurs, comprendre les besoins et s'assurer que finalement Arena réponde vraiment aux besoins de l'écosystème. Je voulais juste parler de quelques réalisations. Donc, on pourrait regarder tout ce qui touche au support, un support renforcé à l'innovation en ARN. Donc, tout d'abord, mentionner la création par Axelis d'une équipe vraiment dédiée à soutenir la valorisation en ARN. Donc, c'est une équipe composée de 3 personnes. Au niveau de la valorisation, là, c'est une équipe qui a une approche qui est quand même différente. C'est vraiment un point important à mentionner. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une démarche active, voire proactive, de la part de cette équipe pour identifier de nouvelles technologies, pour venir accompagner ces technologies. À date d'aujourd'hui, ils ont identifié 27 projets, dont 23 qui sont en cours d'accompagnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas uniquement des projets académiques, on a également près d'un tiers de projets qui sont d'origine industrielle. Aussi, au niveau du type de projets qui sont accompagnés, eh bien, on a des projets qui visent directement effectivement des thérapies, mais on a aussi des projets qui sont en lien avec la livraison, la fabrication de ces thérapies ARN. Ensuite, on a un programme d'entrepreneuriat qui s'en vient. C'est un programme qui vise vraiment l'entrepreneuriat en ARN et qui va avoir une spécificité puisqu'on va avoir des bourses de 80 000 $ pour faciliter justement la transition vers l'entrepreneuriat. Faire de la valorisation, c'est bien, mais encore faut-il aller plus loin et faire aussi du financement de l'innovation. Donc, c'est pour ça qu'on a un programme de financement de l'innovation qui a aussi été lancé l'année dernière, pour lequel on a reçu à date 19 projets. Donc ça, c'est vraiment le support à l'innovation. Parallèlement à ça, on a aussi le support, je dirais, aux ressources, donc développer de nouvelles ressources pour l'écosystème. Donc à la fois de nouvelles ressources en lien avec les services précliniques ou les services de biofabrication, mais aussi des ressources pour tout ce qui touche à la formation. Donc je parlais tout à l'heure des talents, donc vraiment s'assurer d'avoir la main-d'œuvre appropriée. Donc le premier, c'est le déploiement en fait du réseau d'EPTAC. Alors je me souviens jamais, donc d'EPTAC pour développement et réseau de développement et de production de thérapies ARN du Québec. Donc, comme je le mentionnais en introduction, 3 plateformes, Sherbrooke, McGill, l'IRCM. L'idée, c'est vraiment d'offrir une offre de service qui va être complémentaire à celle que peut offrir les CRO du Québec ou les CDMO, d'être beaucoup plus en amont, je dirais, de la chaîne de valeur. Et puis, on parle de co-développement, on parle de dérisquage, on parle de partenariat. Enfin, donc l'autre offre effectivement complémentaire, je dirais, c'est le déploiement de l'école-usine, comme je le mentionnais, l'école-usine de Cassol, qui vise vraiment à développer une main-d'œuvre dans le secteur de la fabrication de thérapeutiques ARN. Donc il y a un module d'introduction qui s'en vient d'ici l'été, et puis des modules plus avancés d'ici la fin de l'année ou le début d'année prochaine. Ensuite, en bas, parce que j'en ai pas parlé directement, je parlais de tout ce volet rayonnement, pardon. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse faire rayonner cette filière ARN du Québec, donc au Québec, mais aussi à l'international. Et pour cela, en fait, on a différents canaux de communication. Donc le premier, c'est vraiment la communication pure et dure. Donc on a une page LinkedIn, on a une infolettre. Ensuite, on a également un site internet, donc arenapol.ca. C'est vraiment un site dédié à soutenir la filière et thérapie ARN. Donc, ça se veut à la fois un outil si vous cherchez des informations dans ce site internet, mais ça se veut aussi un outil à la disposition des acteurs de la filière. Donc, si vous voulez qu'on relaie de l'information, des événements ou autres, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut le faire au travers donc, des canaux comme j'ai LinkedIn ou l'infolette, mais on peut aussi faire des pages beaucoup plus sophistiquées directement sur le site internet.
Et puis, il y a le dernier volet, c'est tout le volet événementiel. Donc là, effectivement, par exemple, cet événement aujourd'hui organisé donc, en partenariat avec Gitware. Donc là, c'est vraiment notre volet événementiel. Et puis, j'en profite pour vous solliciter, puisqu'en fait, dans la perspective de mesurer l'impact du projet dans 3 ans, ce qu'on voudrait faire, effectivement, c'est de faire un état des lieux un petit peu de l'écosystème des thérapies ARN en date de 2024, pour qu'on puisse mesurer l'impact en 3 ans. Donc, pas uniquement l'impact lié au projet en tant que tel, mais l'évolution, on va dire, je dirais, de l'écosystème des thérapies ARN du Québec. Et puis, nous, à notre niveau, on regardera aussi quel est l'impact direct de nos 5 initiatives sur cet écosystème. Donc, que vous fassiez partie de la filière académique ou de la filière industrielle, n'hésitez pas à scanner les QR codes. Je pense qu'on a aussi des petits présentoirs. Merci. Xavier Linker, directeur des initiatives stratégiques à CQDM, que l'on a tendance à appeler ARENA. Si vous voulez trouver toute la publication autour des sphères reliées à l'ARN, ce qu'on voit beaucoup, c'est ARENA. Il y a une discussion autour du branding, là, mais CQDM est impliqué depuis même avant que ça commence. Le prochain orateur, c'est... désolé, j'ai de la misère aujourd'hui. Mark, je t'appelle Mark tout le temps. Mark Bayfield. Mark est professeur et chercheur en biologie à l'Université York, en Ontario. Il est aussi président du comité de sensibilisation d'ARN Canada. ARN Canada, RNA Canada, ARN. En tout cas, je pense que c'est être bilingue. C'est ce qui est fantastique. Je connais Marc depuis des années, c'est un chercheur extraordinaire, puis il met beaucoup de temps justement dans l'essor d'ARN Canada comme organisme, aussi pour la sensibilisation du potentiel de l'ARN à l'échelle nationale. Puis Marc va venir présenter survol d'ARN Canada. Merci. Il y avait une autre slide pour Arena. Parfait. Alors, merci pour votre aimable invitation et la chance de pouvoir apprendre d'autres recherches canadiennes et canadiennes francophones ici. Je suis très excité, un peu effrayé. Le français n'est pas ma langue maternelle, mais je pense qu'il est vraiment important de venir vous parler de RNA Canada ARN. On a été créé en 2022, vers la fin de la pandémie, comme organisme à but non lucratif composé de chercheurs, chercheuses canadiens et canadiennes en ARN, afin de soutenir, de progresser la recherche sur l'ARN au Canada et d'améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes. Alors, Thomas a déjà parlé un peu à propos de l'ARN, mais en guise d'introduction rapide, je suis sûr que beaucoup ici sont au courant que notre génome est constitué d'ADN organisé en chromosomes pour fabriquer les protéines. Des parties de l'ADN sont copiées en ARN dans le noyau de la cellule au cours d'un processus qui s'appelle la transcription. L'ARN est ensuite décodé en protéines dans le cytoplasme au cours d'un processus qui s'appelle la traduction. Ainsi, l'ARN est quelque sorte de messager entre les instructions codées par les gènes dans l'ADN et puis la traduction des protéines dans le cytoplasme. Et c'est pourquoi nous l'appelons l'ARN messager ou l'ARN-M. Grâce aux outils modernes, nous sommes capables de synthétiser de l'ARN en laboratoire et de l'administrer aux cellules de notre corps. Ces outils peuvent être utilisés pour produire des vaccins contre les agents pathogènes ou être utilisés comme médicaments pour traiter différents types de maladies. C'est ce qu'on appelle la thérapie par l'ARN et qui est en train de révolutionner le processus de découverte des médicaments. Alors, ce n'est pas surprenant que l'ARN présente un potentiel de développement économique considérable. La recherche médicale sur l'ARN devrait avoir un impact de plus de 100 milliards de dollars d'ici à 2030, mais ce n'est pas tout. La recherche sur l'ARN devrait également avoir des effets économiques dans l'agriculture, en se chiffrant en milliards de dollars, car l'ARN peut être utilisé pour lutter contre les infections et les parasites et améliorer la santé du bétail. Enfin, l'ARN devrait conduire des nouveaux développements biotechnologiques
notamment des avancées dans l'édition génétique avec CRISPR et autres choses. Alors, AREN Canada, c'est une organisation établie en 2022. Nos chercheurs ont une appréciation partagée de la variété des types d'AREN et de leurs fonctions. Nous travaillons ensemble pour exploiter leur potentiel afin d'améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes grâce à des avances thérapeutiques, diagnostiques, agricoles et biotechnologiques. Nous sommes constitués de plus de 300 laboratoires au Canada, avec plus de 20 universités, et nos chercheurs et chercheuses ont reçu plus d'1 demi-milliard de dollars en subventions depuis les 10 dernières années. Nous sommes divisés en 7 régions, le Canada Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Nord. Notre objectif est que chacune de ces régions sont représentées sur notre conseil d'administration, ce que nous avons été avec l'exception de la région du Nord. Nous espérons toujours trouver un représentant. Voici la structure de notre administration. Notre conseil d'administration est composé de 14 personnes, dont 3 francophones du Québec, inclus le professeur Duchesne, ici présent. Merci, Thomas. Il dirige un comité exécutif composé d'un président, un président du conseil, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Et ils sont conseillés par un comité consultatif international, scientifique et industriel. Notre président est le professeur Cherif Abouelela de l'Université de Sherbrooke. Et le comité exécutif dirige ensuite 6 comités dont je préside sur le comité de sensibilisation et les rencontres et les réunions. Voici quelques-unes des activités de RNA Canada. Premièrement, elle contribue à la coordination de 3 conférences au Canada. RiboWest a lieu en juin. Cette année, c'est à l'Université de Lethbridge. Trend, ou Toronto RNA Enthusiast Day, a lieu en juillet. Et RiboClub, le plus grand congrès international sur l'ARN au Canada, est en septembre. Il est important de noter que les membres de RNA Canada ARN bénéficient de tarifs réduits pour l'inscription à ces conférences. Et ces réductions peuvent atteindre des montants qui couvrent largement ou complètement le coût de devenir membre de RNA Canada ARN. Nous avons un excellent site web où vous pouvez en apprendre davantage sur l'ARN, sur RNA Canada ARN, et vous pouvez suivre et vous pouvez en prendre davantage sur les choses qui fait RNA Canada ARN. Nous publions 3 infolettres d'information par an et nous sommes en train de publier la 6e maintenant, dans quelques semaines. Ces bulletins présentent nos activités, la recherche de nos chercheurs et nos chercheuses canadiens et canadiennes sur l'ARN. Et nous abordons également les événements organisés par d'autres groupes canadiens sur l'ARN, notamment DTR, ARN Québec et ARENA. Un des grands sujets du bulletin d'hiver était notre conférence internationale à Ottawa, qui a réuni l'automne dernier, qui a réuni plus que 300 participants. L'une des raisons pour lesquelles vous souhaitez visiter notre site sur le web, c'est qu'il présente une multitude d'actualités et d'événements. Vous pouvez consulter les profils de nos chercheurs ou nos chercheuses, ou vous renseigner sur les présentations ou les réunions qui se déroulent au Canada. Nous communiquons régulièrement avec les groupes comme ARN Québec afin de vous offrir nombreuses façons de vous tenir au courant. Enfin, je souhaite partager et donner quelques exemples de programmes que RNA Canada ARN a contribué à organiser récemment. Nous avons récemment collaboré avec Moderna pour décerner 3 prix aux chercheurs en ARN au Canada, un prix pour la découverte de l'année, un prix pour stagiaire de l'année et un prix pour le bénévole de l'année. Je vous invite à consulter notre site web pour en savoir plus. Nous proposons également des programmes aux stagiaires canadiens en ARN. Nous avons récemment organisé un atelier d'apprentissage de la programmation Python pour l'analyse des séquences d'ARN. En fait, c'était organisé principalement par Karine Choquet, qui est ici. Merci, Karine. Et aussi, il y avait une table ronde sur les carrières dans l'industrie de l'ARN récemment pour les stagiaires membres de RNA Canada ARN, qui a connu une forte participation. On avait plus de 70 jeunes scientifiques qui nous ont rejoints, qui ont
nous avons joindre avec des représentants de Lumina et d'autres grandes entreprises. Alors, je vous remercie pour votre attention, si cela vous intéresse. Je suis ici pour la journée et vous pouvez consulter notre site sur le web. Si vous souhaitez devenir membre, visitez notre site ou vous pouvez cliquer sur le code QR. Merci beaucoup. Mark Bayfield. Merci, Mark. Merci, Thomas. Il y a une initiative au Québec aussi. Puis il y a une raison pour ça. C'est que presque la moitié des laboratoires qui s'identifient comme laboratoires ARN sont du Québec. Il y a 140 laboratoires. Cette initiative-là, en fait, est en développement. Puis, il relie, en fait, c'est un petit peu apparenté au plan d'ARN Canada, mais avec une touche québécoise, bien sûr. Donc, et l'idée, essentiellement, c'est dédié à la recherche, l'innovation, puis la formation en ARN. C'est les trois piliers que vous voyez un petit peu en lien avec ARN Canada puis ARN Québec. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est avoir une vitrine pour le talent québécois, puis rallier ces forces-là, puis créer un pont aussi avec l'industrie, en gros. Donc, la vision, c'est promouvoir la recherche en ARN, en accéléré le développement, des applications innovantes pour relever les grands défis au Québec en matière de global et d'environnement. Ce n'est pas juste les thérapies. Il y a des aspects aussi au niveau des biotechnologies, comme Marc le mentionnait, par exemple, dans les prairies, puis au Québec, par exemple, il y a des domaines comme l'édition génomique, l'ingénierie génomique, puis, par exemple, l'agriculture, par exemple, qui vont être affectés avec des grandes tombées. Ce n'est pas étranger au Québec aussi. ARN Québec agit comme un guichet centralisé dans la province pour une stratégie provinciale en ARN. Les missions principales sont stimuler l'innovation et le maillage intersectoriel, renforcer les formations continues. On va entendre parler ici, j'ai entendu parler aussi, Sven est ici pour représenter Castle, par exemple, le lien avec nos homologues au niveau du pays, puis aussi préparer la relève aussitôt qu'au cégep, par exemple, en ARN. Puis finalement, on veut favoriser les retombées au niveau industriel et social, biomédical, agrémentaire, environnemental et vétérinaire. On compte déjà plusieurs membres dans l'industrie, ARN TNT, par exemple, nanofacile, Polaris oligonucléotides, Galenis, Sobi. Il y a un écosystème qui est en train de se bâtir à la grandeur de la province, puis il y a des partenariats avec des organismes déjà bien reconnus comme Montréal Niveau et EMA Québec. Les partenariats sont nombreux, dont avec ARN Canada, le RiboClub, dont vous avez certainement entendu parler, qui a certainement contribué à l'essor de l'ARN, de la recherche et de la formation dans la province, D2R, FRQ, Génome Québec et bien d'autres. Un partenariat particulièrement important, c'est avec ARNA. On a entendu parler par Xavier Linker tantôt de CQDM, ARNA qui est une construction là-dedans pour mobiliser connaissances. Pourquoi le partenariat? Développer un portail. Si vous voulez savoir qui fait quoi au Québec, ce portail-là, c'est à ça que ça va servir. Stimuler les partenaires industrie recherche, c'est vraiment un point chaud à la province comme dans le reste du Canada. Finalement, promouvoir le leadership québécois dans le secteur émergent en ARN. La gouvernance et qu'est-ce qui est sur notre table en ce moment à RN Québec, c'est dirigé par la présidente, en fait, et Dr. Barbara Papadopoulou de l'Université Laval. Et présentement, on élargit le réseau à la fois au niveau des partenaires avec l'industrie, mais aussi des membres dans vos laboratoires. Si vous voulez devenir membre, vos étudiants veulent être membres, il y a plusieurs avantages à ce membership-là. Juste se renseigner auprès du site web qu'il y a là. Puis finalement, sachez qu'au Québec, ça se mobilise comme au Canada, qu'on a une masse critique qui est vraiment particulièrement forte dans la province, puis à la fois au niveau fédéral et au niveau provincial, il y a vraiment, je dirais vraiment un gros esprit collaboratif qui fait qu'on s'organise puis qu'on se mobilise ensemble. Si vous voulez savoir plus, il y a le site web ici, puis vous pouvez entendre parler par Barbara Papadopoulou. Voilà. Ça brasse dans la province comme dans le reste du Canada. On a de belles initiatives. Il y a une mobilisation au gouvernement, dans les universités, dans l'industrie. C'est vraiment très excitant. Je vais céder la parole dans un instant à la présidente du premier panel, qui est Amélie Kennel-Vallée. Amélie est aussi co-présidente du programme D2R à McGill, mais elle est détentrice de la recherche du Canada en politique d'inégalité sociale en santé. Elle est aussi directrice du département d'équité éthique et politique à l'Université McGill, professeure titulaire.
Et j'ai eu le plaisir de travailler à plusieurs occasions avec Amélie, elle fait un travail extraordinaire. C'est elle qui va prendre la relève pour animer le premier panel de la journée. Merci.